inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. 9 jours après l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les soviétiques ont pu voir à la télévision les premières images de la centrale dans leur journal de ce soir. Le nuage de Tchernobyl, qui se serait arrêté à la frontière française, est utilisé dans le langage courant pour illustrer une situation où le gouvernement mentirait au peuple français. C'est la manipulation par excellence. Mais qui a menti exactement? Est-ce que ce serait un ministre, l'Élysée peut-être, ou le professeur Pellerin? Et en disant quoi? De façon générale, la plupart des gens savent qu'il y a un mensonge, mais sans connaître le contexte ni les propos tenus et surtout par qui. Et c'est précisément ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et vous allez voir que ce qui s'est réellement passé est plus compliqué que vous imaginez et dans un sens presque pire. Car le menteur n'est peut-être pas... Stop! On n'en dit pas plus et on reprend depuis le début. Nous sommes le 26 avril 1986 et un exercice sur le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl tourne très mal. Le réacteur est mal conçu, peu sécurisé et surtout utilisé en dehors des règles de sécurité. Suite à plusieurs erreurs de pilotage, le cœur du réacteur explose et rejette une grande quantité de radioactivité dans l'environnement. Dans un premier temps, les autorités soviétiques taisent l'accident. Mais 2 jours plus tard, le 28 avril, on détecte une activité radioactive anormale sur un employé d'une centrale nucléaire en Suède alors qu'il est en train de rentrer dans la centrale. Et après quelques vérifications, il apparaît qu'effectivement cette radioactivité vient de l'extérieur de la centrale. À côté de ça, plusieurs mesures dans différents pays confirment une augmentation de la radioactivité. Une étrange activité radioactive provenant de l'Est. Et l'URSS finit par avouer que, effectivement, l'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl a été endommagé. La progression du nuage radioactif au-dessus de l'Europe est suivie et se rapproche de la France. Et il faut bien se dire qu'à ce moment-là, on est en 1986, donc en pleine construction du parc nucléaire français. Un parc qui représente un enjeu énergétique majeur pour l'Hexagone. 4 jours après l'accident, le 30 avril, le journal de TF1, qui est à ce moment-là une chaîne publique, présente un long reportage sur Tchernobyl. Et c'est à ce moment-là que des prévisions météo sont utilisées pour montrer qu'un anticyclone protège la France de l'arrivée du panache. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Michel Rivasi, une femme politique anti-nucléaire, dira plus tard que cette présentation trompeuse faisait suite à un ordre venu d'en haut. Quelques jours plus tard, le 6 mai, un communiqué du ministère de l'Agriculture explique que le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à l'accident de la centrale de Tchernobyl. Cette phrase est clairement fausse, comme on peut le constater sur les simulations de l'IRSN, mais également dans les mesures de la radioactivité dans l'environnement de l'époque. Car oui, le nuage de Tchernobyl est bel et bien rentré en France par le sud-est dès le 30 avril au soir. Et il a recouvert la quasi-totalité du territoire français dans la journée du 1er mai. La carte des dépôts radioactifs qui ont été réalisés quelques mois après l'accident montre une contamination hétérogène du territoire, avec des dépôts principalement dans l'est de la France. Heureusement, ces mensonges ont rapidement été mis à jour. Et ainsi, le 12 mai, c'est le journal Libération qui fait sa une sur le sujet. Les pouvoirs publics ont menti. Le nuage radioactif a bien survolé une partie de l'Hexagone. Ce scandale a été repris par de nombreux médias, ancrant durablement cette notion de mensonge dans les esprits. Mais, si les faits que je viens de vous présenter sont avérés, l'histoire de mensonge, elle, est fausse. Car elle omet des éléments très importants pour comprendre ce qu'il s'est passé. D'ailleurs, comme le dit Daniel Kahneman, pour qu'une histoire paraisse solide, ce qui importe, c'est la cohérence de l'information, non son exhaustivité.
À vrai dire, on s'aperçoit souvent que moins on en sait, plus il est facile d'agencer le tout en un ensemble cohérent. On va donc reprendre tout ce qu'on vient de dire, mais avec tous les éléments cette fois. Le 30 avril 1986, 4 jours après l'accident de Tchernobyl sur le journal de TF1, Brigitte Simonetta explique bel et bien qu'un anticyclone protège la France de l'arrivée du nuage. En revanche, elle insiste bien sur le fait qu'il s'agisse de prévisions météo. Et le discours est assez prudent sur ce qui pourrait se passer dans les jours suivants. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Maintenant, les prévisions. Une dépression a pris place sur la Sardaigne. Là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'émission radioactive persistait, tout laisse à penser que cette poussière, aspirée depuis l'Ukraine, serait renvoyée vers l'Italie, la Yougoslavie et l'Autriche. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Mais attention, ces prévisions sont établies pour 3 jours. Reste à savoir combien de temps il faudra encore pour éteindre l'incendie. Et d'ailleurs, le lendemain, lors du journal de la mi-journée du 1er mai, l'arrivée du nuage sur le territoire français est bel et bien annoncée. L'Europe et particulièrement les voisins de l'Union soviétique sont très inquiets bien sûr de la progression de ce nuage radioactif dont la teneur reste pour le moment sans danger. Ce matin, le service central de protection contre les radiations ionisantes a annoncé une légère hausse de la radioactivité atmosphérique non significative pour la santé publique dans le sud-est de la France et plus spécialement au-dessus de Monaco. Étonnamment, cette séquence est beaucoup moins connue. Mais ça a absolument aucun sens. Pourquoi mentir la veille pour ensuite dire que le nuage arrivait le lendemain? Comme on l'a vu, Brigitte Simonetta a présenté les résultats de prévisions météo. Et ce n'est pas la première fois, ni la dernière d'ailleurs, que des prévisions météorologiques se trompent. D'ailleurs, le service Check News du journal Libération a fait une enquête approfondie de cet épisode 30 ans après. Les journalistes ont pu vérifier que ce qui avait été présenté lors de ce bulletin météo correspondait bien aux prévisions de l'époque, sans manipulation. Brigitte Simonetta a expliqué aux journalistes enquêteurs que c'est bien elle qui avait exagéré le rôle protecteur de l'anticyclone. Elle confirme également que c'était elle qui était à l'initiative de l'utilisation du panneau STOP dans la présentation, un type d'animation graphique qui était courant à l'époque. Et elle confirme qu'elle n'a reçu aucune pression, aucune menace extérieure pour ce bulletin météo. Évidemment, l'article et toutes les références sont en description. Mais revenons à Michèle Rivasi. Vous savez, cette femme politique qui parlait d'un ordre venu d'en haut. D'où est-ce qu'elle tirait ces informations? Comment est-ce qu'elle a pu avoir accès à ces informations alors qu'elle ne travaillait pas du tout au service météo de TF1? Et si elle a eu accès à des preuves de falsification, pourquoi elle ne les a jamais partagées? Enfin, sur quoi elle s'appuie pour dire que tout a été trafiqué? Je ne sais pas. Eh ben moi je sais. Aucun élément n'a jamais été apporté pour soutenir cette thèse. Thèse que Brigitte Simonetta a clairement désavouée. D'ailleurs, le 1er mai, le jour de l'arrivée du nuage en France, le SCPRI, le Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants, dirigé par le professeur Pellerin, Il a menti sur le nuage de Tchernobyl qui a bien passé la frontière. Déshonneur sur lui, déshonneur sur sa famille, déshonneur sur sa vache. Quoi? Le professeur Pellerin, celui qui a menti et qui a prétendu que le nuage de Tchernobyl n'était jamais arrivé en France. Pellerin, démission! Pellerin, démission! Ok. Je disais donc, le 1er mai, lors de l'arrivée du nuage de Tchernobyl, le SCPRI dirigé par le professeur Pellerin fait cette déclaration. Une déclaration indiquant qu'une augmentation de la radioactivité était mesurée sur l'ensemble du territoire. C'était un téléx envoyé à l'agence France Presse. Et oui, les moyens de communication à l'époque n'étaient clairement pas les mêmes qu'aujourd'hui. Malgré tout, le message est bel et bien parvenu aux médias puisque le 2 mai au matin, on pouvait lire dans le journal Libération une déclaration du professeur Pellerin. Une déclaration comme quoi la radioactivité aurait augmenté sur l'ensemble du territoire. Yes! Il reconnaît avoir menti! Avoir menti! Pellerin, démission! Pellerin, démission! Donc, en moins de 24 heures,
le 1er mai, donc un jour férié, les mecs détectent de faibles traces de radioactivité un peu partout en France. Et ils arrivent à transmettre l'information à France Presse le jour même. France Presse qui informe des journalistes, et tout ça par fax. Donc plutôt pas mal quand même pour un service public et pour l'époque. À partir du 29 avril, le SCPRI fera d'ailleurs des bulletins quotidiens de l'évolution de la radioactivité en France, synthétisant l'évolution des mesures. Bon, il faut admettre que le langage utilisé était un peu abscon pour les journalistes qui étaient peu au fait des unités physiques utilisées. En clair, ils y comprenaient pas grand chose. Et pendant ce temps-là, en Europe, il y a des débats sur les mesures sanitaires qui doivent être prises face à ce nuage. En Pologne, en Suède, la consommation de lait est interdite. Et des pastilles d'iode sont administrées aux enfants. En Allemagne, les différents Länder émettent des recommandations contradictoires. Et le 9 mai 1986, au JT de TF1, une correspondante s'amuse du fait qu'à Strasbourg, en France, la consommation de salade est autorisée. Alors qu'en Allemagne, 1 kilomètre plus à l'est, la consommation de salade est totalement interdite à cause de leur contamination radioactive. C'est comme si le nuage s'était arrêté à la frontière. Du coup, cette absence de mesures en France interroge. Et le même jour, Le Monde résume bien cette inquiétude. Cette parfaite sérénité de notre pays qui fait exception en Europe est justifiée par des raisons techniques, le système de contrôle n'ayant jusqu'à ce jour détecté aucune anomalie. Il n'empêche, on n'est pas loin de penser dans certains milieux outre-Rhin que le gouvernement français cache la vérité, pour n'avoir pas à remettre en cause son programme nucléaire civil et militaire. La polémique médiatique enfle. Et le 11 mai, le journal Libération, qui je le rappelle, est le journal qui a publié l'annonce du SCPRI qui concernait l'augmentation de la radioactivité en France. Eh bien, ce journal titrera « Les pouvoirs publics ont menti. Le nuage radioactif a bien survolé une partie de l'Hexagone. » Meanwhile... Et du coup, t'es sur quoi comme article là, ce temps-ci? Ouah, un truc énorme. 2 choses. On a découvert que le gouvernement a menti pour le nuage de Tchernobyl, mais en plus de ça, c'est un scandale sanitaire, et en plus de ça, le professeur Pellerin aurait dissimulé les données. Le professeur Pellerin. Mais la semaine dernière, soit le lendemain de l'arrivée du nuage, on avait publié son annonce comme quoi il mesurait son arrivée en France, non? Non, mais tu comprends pas. Ils ont trafiqué la météo, ils ont menti sur les relevés, et en plus, ils ont dit, alors accroche-toi bien, que le nuage s'était arrêté à la frontière. Non, je crois bien qu'on a publié leurs infos. Hein. Non, mais c'est un truc énorme, je te dis. Énorme. On l'a coincé, ce Pellerin. Pellerin 0, journaliste 1. Ça dit, il nous a menti une fois, donc peut-être Pellerin 1. Reste encore le fameux communiqué du ministère de l'Agriculture le 6 mai 1986. Il contenait en effet une phrase fausse qui disait que la France avait été totalement épargnée par le nuage radioactif. Mais ça, c'était la première phrase. Lisons ensemble la phrase suivante. À aucun moment, les hausses observées de radioactivité n'ont posé le moindre problème d'hygiène publique. Donc, si vraiment l'objectif était de cacher l'arrivée du nuage, pourquoi cette phrase? Est-ce que ce n'est pas plus logique d'invoquer une maladresse du communiqué plutôt que d'un mensonge destiné à tromper le public? Et à l'inverse, que penser de ceux qui, pour affirmer le mensonge, vous citent la première phrase mais ne mentionne jamais l'existence de la seconde? Est-ce que là, il n'y aurait pas une toute petite dose de manipulation? Le menteur est-il vraiment le gouvernement de l'époque? Et que dire de la fameuse phrase « le nuage s'est arrêté à la frontière » Elle n'a tout simplement jamais été prononcée par un représentant du gouvernement. D'accord, mais ce qu'on essaye de dire, c'est que le gouvernement n'a pas pris les mesures pour protéger la population. Oui. Alors qu'il aurait dû. Ah. Pourquoi?
En fait, c'est ça le vrai sujet. Et c'est sur ça qu'a porté la polémique. Le plus important, ce n'est pas la présence ou l'absence de radioactivité, c'est surtout la quantité. Si vous buvez un verre d'eau qui vient d'une citerne d'eau potable dans lequel on a dilué une goutte de vodka, et bah ça, ce n'est pas du tout la même chose que s'enfiler une bouteille de vodka pure. Parce que ce qui compte, c'est la dose. Du coup, on se pose la question, est-ce que ces traces de radioactivité étaient sans risque sanitaire ou est-ce qu'elles représentaient un danger pour la santé des populations? Alors avant d'aller plus loin, on peut se demander quels sont les effets de la radioactivité sur la santé. L'impact de la radioactivité sur la santé se mesure en millisieverts. Millisieverts. Et du coup, la radioactivité naturelle en France est de l'ordre de quelques millisieverts. Le fait de passer un scanner induit une dose d'environ 10 millisieverts. Les travailleurs du nucléaire ou le personnel aéronautique ne doivent pas dépasser 20 millisieverts par an. Et à ces doses-là, aucun effet n'est observé sur la santé. Par contre, si on passe à 100 millisieverts, le risque d'avoir un cancer augmente d'un peu moins de 1%. C'est-à-dire un cancer radio-induit pour 100 personnes exposées. À 300 millisieverts, on observe là les premières morts cellulaires. 500 millisieverts, on observe les effets directs du rayonnement comme la perte des cheveux ou la dégradation du sang. Et la dose létale pour la moitié des individus est de 5000 millisieverts. Ceci étant dit, à combien était la dose en France après le passage du nuage de Tchernobyl? Eh bien pour le savoir, on va demander aux experts de l'IRSN, l'Institut de la radioprotection et sûreté nucléaire. En 1986, les doses efficaces reçues par les personnes résidant dans les zones les plus touchées de l'est du pays sont en dessous de 1 millisieverts pour l'année. L'IRSN illustre d'ailleurs cela avec ces courbes. En vert, nous avons la radioactivité naturelle moyenne en France. En violet, les doses qu'ont pu recevoir les personnes vivant dans les zones les plus contaminées et se nourrissant en grande partie de produits locaux contaminés, et en orange, les territoires moins touchés. Et donc sur ce schéma, on a au maximum 1 millisieverts. Donc 100 fois moins que les doses où on observe des effets. Et les cancers de la thyroïde? Quid des cancers de la thyroïde? En effet, c'est important de parler des cancers de la thyroïde, car en effet, il a été observé une augmentation de l'incidence de ces cancers. Et comme par hasard, chez ceux et celles qui étaient enfants ou adolescents pendant la catastrophe de Tchernobyl, et qui en plus se trouvaient dans des zones très contaminées, comme en Biélorussie. Cela a conduit à un pic de cancer de la thyroïde très marqué chez les moins de 10 ans. Mais eux avaient été exposés à des doses très importantes de radioactivité. La France est à 2000 km de la centrale de Tchernobyl. Les doses étaient beaucoup plus faibles, environ 100 fois plus faibles d'après l'IRSN. Oui, mais quand même, on a eu en France une augmentation du nombre de cancers de la thyroïde juste après le passage du nuage de Tchernobyl. Tout à fait. Ah, bah tu vois bien. Oui, mais y a rien qui te choque là. Y a rien qui me choque. Non, non. L'incidence commence à augmenter avant 1986, donc avant l'accident de Tchernobyl. Oui, Et surtout, on observe la même courbe aux États-Unis. États-Unis qui, pour le coup, n'ont jamais été touchés par le nuage de Tchernobyl. De plus, en France, aucun pic de cancer de la thyroïde n'a été observé chez les jeunes. Et alors? En fait, comme expliqué dans le rapport de l'Institut de veille sanitaire, c'est juste que en 1980, les cancers de la thyroïde étaient peu dépistés. Et l'augmentation qu'on voit est simplement due à l'augmentation du dépistage. L'IRSN explique d'ailleurs qu'on ne peut pas exclure totalement que certains cancers de la thyroïde auraient effectivement été déclenchés par le passage du nuage radioactif. Mais il indique la chose suivante. Les cancers associés aux retombées de l'accident de Tchernobyl dont l'existence est incertaine seraient très difficilement détectables par une étude épidémiologique. C'est-à-dire que s'il y a bien des cancers dus au nuage radioactif, leur nombre est beaucoup trop faible par rapport aux cancers spontanés de la thyroïde, pour avoir un impact mesurable sur la statistique de ce cancer. Pour résumer, en France, il n'y a pas eu de tentative de dissimulation du nuage de Tchernobyl. Et ce dernier n'a pas eu de conséquences sanitaires mesurables. Avec le recul, il est clair que la communication du gouvernement a été insuffisante, trop technique, pas assez vulgarisée. La France, comme beaucoup d'autres pays européens, n'était pas préparée pour gérer médiatiquement ce type de catastrophe nucléaire.
attention de ne pas juger la communication de l'époque au regard de ce qui se fait aujourd'hui. Mais ce qu'il y a de plus incroyable dans cette histoire, c'est que ce qu'on a retenu du passage du nuage de Tchernobyl en France, c'est une manipulation du gouvernement qui n'a jamais existé. Alors que pourtant, les Français ont réellement été manipulés dans cette histoire, mais manipulés surtout par leurs médias. Et avouons-le aussi, par l'attrait irrésistible d'une très belle théorie du complot. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci à tous, j'espère que ce format vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à regarder les autres contenus disponibles sur cette chaîne. Je vous rappelle que les sources sont en description. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, et si vous-même vous avez des détails sur cette histoire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'était Alexis Descosta, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.